Hello à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi à Budapest dans les coulisses de mon premier voyage en solitaire. Allez, on y va, je vous raconte tout ça. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui ? Je suis trop contente de m'asseoir à nouveau à ce bureau pour échanger avec vous et cette fois-ci vraiment pour rentrer dans le vif du sujet et pour rentrer dans l'épisode 1 de ce podcast parce que l'épisode d'avant était l'épisode 0, donc là on rentre dans le dur, on rentre dans les histoires, on rentre dans les récits, on rentre dans les expériences et dans les leçons de vie qu'on a pu tirer de tout ça. Je tiens juste à faire une petite parenthèse avant pour vous remercier de l'accueil chaleureux que vous avez fait à l'épisode 0. Ça m'a beaucoup émue parce que je m'attendais pas à autant d'engouement directement en fait autour de ce podcast et je suis heureuse que ce concept vous plaise vraiment parce que c'est vrai que moi, ça me tenait à cœur vraiment de faire un podcast qui mêle voyage et développement personnel et vous êtes nombreux à vous retrouver autour de ce thème et nombreux à vouloir en savoir plus. Et donc, dans cet épisode, comme je vous l'ai dit en intro, je vais vous amener dans les coulisses de mon premier voyage en solitaire. Vous êtes très nombreux à vous intéresser au sujet du voyage solo, que vous ayez déjà voyagé en solitaire ou justement que vous ayez envie de voyager seul mais que vous n'osez pas encore franchir le cap. Mon but à travers cet épisode et surtout à travers ce podcast en général, c'est de vous donner les clés, de vous donner aussi mon retour d'expérience sur le voyage solo et le retour d'expérience de certains invités. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'était juste logique que le premier épisode de ce podcast soit orienté autour de mon premier voyage en solitaire parce que c'est là que tout a commencé. Donc, je vais vous expliquer tout ce parcours. Si je dois résumer ce qu'on va voir dans ces quelques minutes ensemble, en premier, je vais vous dire ce qui m'a poussée à voyager seule. J'ai vraiment envie de planter le décor, de planter le contexte. Ensuite, on va étudier les objections que j'ai pu avoir de la part de mon entourage quand j'ai annoncé que je partais toute seule en voyage. Et Dieu sait qu'il y en a eu, hein, des vertes et des pas mûres, on va dire. Ensuite, on ira dans le concret. Je vous parlerai de mon voyage, de ces 5 jours à Budapest, comment ça s'est passé de manière concrète, quoi, dans la vraie vie, in the real life. Après, je vais vous dire comment cette expérience m'a transformée de manière instantanée, donc c'est-à-dire mon retour en France après juste ces 5 jours, mais vous allez voir que c'est quand même ultra transformateur. Et pour finir, je vais vous donner les 5 leçons que ce premier voyage en solitaire m'a apprises. Et des leçons que aujourd'hui j'ai pu confirmer avec tous les autres voyages en solo que j'ai fait. Et des leçons qui m'apportent énormément dans ma vie au quotidien. Donc on verra ça juste après. Alors maintenant, c'est parti, on y va. Donc qu'est-ce qui m'a poussée à voyager seule ? Quelle mouche m'a piqué pour me dire un jour « Allez, go, je prends mon sac à dos, je réserve un billet d'avion pour Budapest. » Pourquoi Budapest d'ailleurs ? Je vais vous l'expliquer. Mais voilà, qu'est-ce qui m'a poussée à me dire « Allez, let's go, j'y vais et on va voir ce qui se passe. » Voilà, quelle mouche m'a piqué ? Donc, il faut savoir que j'ai toujours été une personne très timide. J'ai toujours été timide. Donc de ma plus tendre enfance, de l'école primaire, maternelle, primaire, collège, lycée, j'ai toujours été extrêmement timide. J'étais une personne qui me comparait beaucoup aux autres. J'étais une personne
qui dans ces drivers, j'ai un soi parfait extrêmement fort. Donc en fait, mon but c'était de plaire à tout le monde, de bien entrer dans le moule et surtout en fait de ne pas forcément affirmer mes idées parce que je voulais pas faire de vagues et je voulais que tout le monde m'apprécie en fait. Donc j'étais juste une personne assez, c'est triste à dire, mais je me sentais assez neutre dans le sens où j'avais aucune vraie décision d'affirmer puisqu'à chaque fois en fait je faisais le caméléon et je me fixais un peu sur la vie des autres pour essayer de m'intégrer socialement malgré ma timidité. Donc voilà, comme vous pouvez le comprendre, j'étais ce genre de personne, très timide, presque transparente, c'est-à-dire que quand des personnes venaient me parler tout de suite, j'étais pas à l'aise parce que je ne comprenais pas en quoi des personnes pouvaient trouver ça intéressant de venir me parler, Enfin voilà, je pense que vous imaginez vraiment le tableau que je vous peins parce qu'on a tous connu au moins une personne comme ça dans notre scolarité, à être très timide, qui voulait plaire à tout le monde, donc quelqu'un de gentil, mais de transparent. Voilà la personne que j'étais. Je vous ai fait ce petit tableau pour que vous compreniez vraiment qu'il est possible pour tout le monde d'oser un jour partir à l'aventure et partir se révéler ailleurs, seul, dans un autre pays ou dans une autre ville, enfin voilà. Donc quand je suis arrivée en études supérieures, à 19 ans, j'ai eu un déclic. Donc je pense que c'est parce que je suis née en 19, donc le chiffre 19 a toujours été important. Bref. Vous voyez Dory qui s'écarte très facilement du chemin, petit poisson que je suis. Donc à 19 ans, je me suis dit, voilà, j'étais dans mes études, j'étais dans un stage et en fait, je me suis dit, Lina, ça fait 19 ans là que t'es arrivée, que t'es arrivée sur cette terre. En 19 ans, combien de jours as-tu réellement vécu ? Combien de jours là tu te souviens et tu sais que tu vas te souvenir jusqu'à la fin de ta vie parce qu'ils t'ont vraiment marqué ? Et là, assez tristement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de jours dont je me souvenais. Je me souvenais plus d'une ambiance générale. Vous voyez, comme on va se dire, ah, je me souviens de ma 6e, je me souviens de mon lycée. Enfin, vous voyez, c'est plus... En fait, le lycée, par exemple, ça va durer 3 ans, puis au final, tu retiens juste une ambiance de ce qui s'est passé, mais forcément que tu retiens pas des jours en particulier, et heureusement que notre cerveau fait quand même un tri, parce qu'au bout d'un moment, la mémoire commencerait à être saturée. Mais en fait, je me rendais compte que même les souvenirs que j'avais, il n'y avait rien de transcendant, quoi. En fait, j'avais 19 ans, et je me suis dit, t'es passé à côté de ta jeunesse, t'as pas profité comme tu pouvais, parce que dès que je rentrais de l'école, où j'étais interne au lycée, etc., dès que j'étais à l'internat, dès que j'étais dans ma chambre ou quoi, je faisais mes devoirs, j'étais très appliquée, bon, je dansais, heureusement, mais à part ça, j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment vécu, puis d'avoir... Puis je sais pas, d'avoir vécu ma jeunesse. Enfin, je pense que c'est assez compréhensible. Donc j'avais vraiment cette impression-là. Du coup, il m'est arrivé ce moment à 19 ans où je me suis dit, vas-y Lina, là, faut voir plus grand, il faut voir... j'avais vraiment besoin de me prouver que j'étais capable de partir à l'aventure. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable de sauter le pas, de sortir de ma zone de confort, que j'étais capable de me débrouiller toute seule, que j'étais adulte. Enfin, voilà, c'était vraiment cette période où j'avais besoin de m'émanciper et de briser le plafond de verre qui a toujours été, en fait, au-dessus de ma tête. Donc, en pensant à ça, je me suis dit, vas-y, à la fin de mes études, je pars 1 an en Australie. C'était vraiment à la mode à l'époque et je pense que même encore aujourd'hui, voilà, de partir 1 an en Australie avec son sac à dos, en Working Holiday Visa et partir à l'aventure. Et c'était vraiment ce que je voulais faire. Au final, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je le ferai un jour, mais mes envies ne sont peut-être plus dans ce sens-là, en tout cas. Mais à l'époque, c'était vraiment l'envie que j'avais. Et du coup, un jour, j'ai pris un peu du recul. Je me suis dit, bon, Lina, si t'envisages de partir quand même 1 an toute seule en Australie, il faut peut-être te tester avant et voir si tu es capable de te gérer déjà 5 jours dans une ville en Europe. Et en fait, je me souviens de ce jour très précis, j'étais en stage. j'étais en stage pendant mes études et j'étais community manager, donc j'étais souvent sur Facebook. À l'époque, on l'utilisait encore un petit peu. Bref, j'étais sur Facebook et là, je vois un article
un article, on va dire, entre guillemets, putaclic, où le titre était « Les 5 raisons qui font que Budapest est la meilleure ville à visiter en Europe ». Ni une ni deux, il m'en a pas plus fallu. Je clique sur l'article et je vois les 5 raisons qui font que Budapest est la meilleure ville à visiter en Europe. Je lis cet article, je regarde les billets d'avion. Au début, vraiment par curiosité, je vois que les billets ne me paraissent pas chers. Enfin voilà, un aller-retour depuis Lyon me coûtait, je crois, 80 €. Donc là, je me dis, allez, feu. J'avais un copain à l'époque, donc je lui envoie un message, je lui dis est-ce que ça te dérange si je pars 5 jours à Budapest toute seule parce que voilà, j'ai envie de me prouver que je suis capable, j'ai envie voilà, de tout ça. Il me dit non, vas-y, t'inquiète, pas de souci. Bon, moi je n'en demande pas plus et sur un coup de tête, je passe en mode robot et je réserve les billets d'avion. Mais vraiment sur un coup de tête pour la semaine d'après, vu que mon stage se terminait. Donc voici les raisons qui m'ont poussée à voyager seule. Donc si je dois résumer, c'est vraiment le fait de me prouver que j'étais capable en fait de sortir de ma zone de confort et prouver en fait que j'étais capable d'être adulte, de m'émanciper et de me débrouiller toute seule quelque part. On s'entend que ce ne sont pas... Enfin, aujourd'hui, vu que j'ai avancé dans mon cheminement spirituel et dans mon développement, heureusement d'ailleurs, 6 ans après, on s'entend aujourd'hui que ces raisons ne sont peut-être pas les meilleures, parce que se prouver qu'on est capable, se prouver quelque chose à soi, je trouve pas forcément que ce soit sain à faire, mais du moins à cette époque-là, c'était vraiment ça, c'était vraiment cette énergie que j'avais à vouloir en fait partir explorer le monde et me dire ah c'est bon, la Lina timide, j'en ai marre, j'ai besoin d'autre chose, j'ai envie de m'émanciper et donc let's go quoi. Donc me voilà avec mes petits billets d'avion dans les mains, toute heureuse, j'étais vraiment heureuse et en fait à ce moment-là je n'avais, j'avais aucune peur. Enfin, je sais pas. J'étais trop dans l'euphorie du moment, surtout que je partais la semaine d'après, donc c'était un peu sur un coup de tête. J'étais vraiment dans l'euphorie du moment et j'avais aucune crainte et tout ça. Et donc moi, j'étais juste une enfant heureuse de partir découvrir le monde toute seule avec ces billets d'avion. Et là, du coup, j'envoie un message à ma mère. Enfin, non, je l'appelle, je me souviens. J'appelle ma mère, je lui dis « Ah, maman, je pars à Budapest la semaine prochaine et tout. » Et là, elle me dit « Ah, bah super, tu pars avec qui ?» Là, je lui dis « Bah, je pars toute seule. » Et là, silence au bout de la ligne. Je m'en souviens tellement. Silence au bout de la ligne. Et là, elle me dit « Mais toute seule, sans personne ?» Donc là, je lui dis « Ben oui, c'est le principe de partir seule. » Et là, elle me dit « Ah, tu... » En fait, je sentais qu'elle voulait pas casser mon délire parce qu'elle entendait ma joie au téléphone, mais je sentais que elle, de son côté, c'était warning, panneau stop, c'était terrible quoi. Il se passait vraiment un cataclysme dans sa tête et ça peut se comprendre. Je suis sa seule fille, je suis fille unique, enfin. Voilà, elle a jamais eu l'habitude aussi de me voir dire en mode « Ah, c'est bon, je pars toute seule ». Enfin voilà, vraiment, la Lina toujours très réservée, très, très renfermée. Là, je lui annonce ça. Donc, elle est contente pour moi, mais elle me dit quand même « Mais tu feras attention, puis comment tu vas faire une fois sur place, mais tu vas pas t'ennuyer, mais où est-ce que tu vas dormir ?» Enfin, bref, elle me demande des questions très, très logistiques parce qu'elle n'ose pas me poser les questions qu'elle a vraiment au fond de la tête qui sont... Mais t'es trop jeune, mais t'es une femme, mais tu vas te faire violer dans le coin de la rue. Enfin voilà, donc je sens qu'elle n'ose pas me dire ça, mais qu'elle le pense très fort. Et ensuite, je l'annonce à des amis. Voilà, je l'annonce à mon entourage, à mes proches, à des gens que je croise, à mes collègues. Enfin bref, voilà, je suis tellement heureuse. Et là, je me prends un flot, une avalanche, que dirais-je, un tsunami même, je ne sais pas. Je me prends un flot d'objections incroyables auxquelles je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que les personnes que j'ai toujours côtoyées, où j'étais contente de leur annoncer ce projet-là, me disent « Mais t'es super jeune pour voyager seule » ou « Mais t'es une femme, faut que tu fasses attention, c'est pas sécuritaire de voyager seule » ou encore des
des clichés on appelle ça comment on veut, des clichés, stéréotypes, mauvaises idées reçues, etc. des pays de l'Est, notamment oh mais tu feras attention, il y a du trafic d'organes, tu vas te faire violer, fais attention, on va peut-être te mettre des choses dans ton verre, bref, voilà, des idées comme ça, ou encore mais tu voyages tout seul, mais tu vas faire quoi? Tu vas t'ennuyer, puis tu vas rien partager avec personne, c'est triste, ou mais tu parles pas hongrois, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Puis en plus c'est pas la même devise, et puis tu parles quand même pas très bien anglais, ce qui est un fait. À l'époque je ne parlais pas très bien anglais, donc en fait je me prends tout ce flot de réflexion là, alors que moi j'étais vraiment dans une vibes où j'étais full heureuse de partir, et du coup je me prends tout ça. Et même mon copain de l'époque, qui est mon ex aujourd'hui, on n'est plus ensemble, et fort heureusement d'ailleurs. Mon copain de l'époque, ça s'est même terminé pendant cette semaine-là, parce que quand, du coup, je lui avais quand même demandé si ça le dérangeait que je partais seule, il m'avait dit non. Et le jour, du coup, le lendemain, quand je lui montre que j'ai les billets d'avion, il me traite de pauvre gamine, inconsciente et immature. Cette phrase m'a beaucoup marquée, parce qu'en gros il considérait vraiment que pour moi c'était, que c'était un caprice de petite fille que de vouloir voyager seule, que j'étais immature de le faire, que j'étais inconsciente parce que femme, étranger, patati patata, insécurité. Forcément tout ce flot de réflexion aurait pu me freiner. En fait je me suis vite rendu compte que les personnes qui me disaient tout ça étaient des personnes qui n'avaient jamais, au grand jamais, voyagé seules, ni même osé y penser. Alors forcément, quand j'ai eu toutes ces réflexions, je me suis dit, j'ai quand même pris du recul, parce que je me suis dit, puisque les personnes qui me font ces réflexions-là n'ont jamais voyagé seules, elles ne font que me dire, en fait, les objections qu'elles se diraient à elles-mêmes si elles voulaient partir seules. Donc, au final, j'y ai pas vraiment accordé d'importance, et c'est vrai que ça m'a beaucoup servi en fait je vous jure, j'avais vraiment ce voile là devant les yeux c'est comme si j'étais là, j'avais une billet d'avion dans les mains, puis j'étais tellement heureuse que genre rien ne pouvait gâcher ma vibe. Vous voyez ce que je veux dire? Genre on pouvait tout me dire, genre oui je parlais pas hongrois, oui je parle mal anglais, oui je suis une fille, oui j'ai 19 ans donc oui je suis jeune, oui il va peut-être m'arriver des choses pas très bien, mais oui il va peut-être m'arriver des choses incroyables, je ne sais pas, je saute dans l'inconnu. Et en fait j'étais tellement, rien ne pouvait m'arrêter, parce que j'étais convaincue que je voulais me prouver que j'étais capable, et j'étais tellement convaincue que ça allait bien se passer, qu'il y a une part de moi où d'un côté je me suis un peu botté les fesses et je me suis dit ça va être tellement bien, et tu sais quoi, tu vas leur prouver le contraire de tout ce qu'ils ont dit. Donc en fait toutes ces objections m'ont encore plus donné la hargne de me dire là j'ai quelque chose à me prouver à moi, mais j'ai aussi quelque chose à leur prouver à eux, à tout cela en fait. Dans mon entourage je ne côtoyais personne en fait qui avait déjà voyagé seul. Donc je comprends que c'était nouveau pour eux et qu'ils ne comprenaient pas. Et même encore aujourd'hui, mon entourage... aujourd'hui, vu que j'ai quand même fait plusieurs voyages seuls, ils comprennent ce que j'aime et ils comprennent ce que ça m'apporte. C'est pas pour autant qu'ils le feraient eux, mais il y a beaucoup moins d'objections, parce que ils ont bien vu que c'était quelque chose qui m'épanouissait, donc ils ont entièrement compris tout ça. Bref, voilà pour résumer les objections que j'ai pu avoir avant de partir. Donc comme vous le voyez, il y en a eu quand même pas mal, et je suis persuadée que c'est des objections que vous avez peut-être aussi déjà entendues de votre côté, ou peut-être même que vous pensez également. Donc ce que j'ai envie de faire également dans les prochains épisodes de podcast, c'est reprendre ces objections une à une pour vraiment les analyser et aller en profondeur dans chacune d'elles. Mais maintenant, il est temps de prendre l'avion et puis de partir à Budapest, et que je vous raconte vraiment comment s'est passé dans les faits mon voyage toute seule. Donc il faut savoir que c'était mon premier voyage seul, j'ai décidé de partir 5 jours. Alors moi qui ai toujours été très organisée, j'ai voulu faire un voyage très 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 organisé. Aujourd'hui, je me laisse beaucoup plus de free time dans mes voyages et je les organise beaucoup moins, mais voilà. Ce premier, je voulais aussi me rassurer de mon côté, donc j'ai réservé la même auberge de jeunesse pendant 5 jours. J'avais ce côté-là où je me suis dit, au pire des cas, si ça se passe mal, t'as ton billet aller, ton billet retour, et l'endroit, et un toit au-dessus de ta tête, c'est-à-dire l'endroit où tu loges pendant 5 jours. Donc si ça se passe mal,
je vais à l'auberge, je m'enferme dans l'auberge et je ressors pour prendre l'avion. Enfin, c'est vraiment l'optique dans laquelle j'étais, en mode, bah vraiment, si ça se passe mal, au pire, tu restes juste cloîtré dans l'auberge de jeunesse et puis c'est tout, tu vois. Donc en soi, j'étais vraiment... Enfin, je me rassurais pour le coup un peu toute seule, puisque mon entourage n'était clairement pas rassuré, comme vous avez pu le comprendre. Donc je me rassurais vraiment en me disant ça, en me disant, bah non mais ça va aller. Et puis, bon, certes, je parle pas hongrois, certes, je parle pas super bien anglais, mais il y a Google Traduction, je vais quand même me faire comprendre avec des gestes. Enfin, vraiment, j'étais bizarrement très sereine et très organisée. Donc je me voilà arrivée à l'aéroport. Donc c'était la deuxième fois que je prenais l'avion. Et du coup, la première fois que je le prenais toute seule, je me souviens, j'avais pris un Blablacar parce que le Rhône Express, bon, pour ceux qui connaissent, c'est quand même, ça coûte un rein, quoi. Limite, je payais plus cher de Rhône Express que d'avion, quoi. Donc c'était quand même assez abusé. Donc j'arrive, donc je prends un Blablacar. Je me retrouve avec une fille d'à peu près mon âge qui ramenait son couple de parents à l'aéroport. Et là, elle me demande, donc déjà rien que là, j'avais mon sac à dos et rien que là, l'aventure commence à l'aéroport de Lyon parce que en sortant de la voiture, cette femme me demande, écoute, est-ce que ça te dérange de t'occuper un peu de mes parents jusqu'à l'arrivée en Hongrie parce que voilà, ils connaissent pas trop le système de l'aéroport et puis ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais, ils parlent que hongrois et en plus le hongrois, bah enfin ils utilisent beaucoup aussi enfin ils ont notre alphabet mais ils utilisent aussi beaucoup un autre alphabet, donc elle me dit c'est un peu compliqué pour eux, est-ce que ça te dérange de faire tu vois, l'enregistrement, le check-in, tout ça avec eux. Donc moi je dis non, pas de souci, mais dans ma tête je suis déjà en panique parce que je me dis bon Lina, l'aventure vient à peine de commencer, on te confie un couple d'Hongrois absolument incroyable mais qui ne te comprennent pas du tout et tu dois aller dans un aéroport où tu n'es jamais allé et tu dois prendre un avion j'ai juste pris une fois l'avion avant et j'étais pas toute seule, donc tu dois passer les contrôles et tout. Enfin bref, là déjà je me dis bon, l'aventure commence. Donc me voici embarquée avec ce couple de parents qui ne me comprennent pas en fait. Ils me suivent, c'est tout. Ils suivent mes faits et gestes. Donc déjà, moi je suis perdue dans l'aéroport et eux, ben, voilà, ils se perdent avec moi en fait. Donc c'est quand même une situation très, très marrante. Bref, on arrive quand même à passer tous les trucs. Là, on est devant la porte d'embarquement et on nous annonce un retard de l'avion. Là, je me dis, bon, l'aventure continue. Mais moi, j'étais même pas stressée parce que j'avais tellement cette euphorie de allez, c'est bon, ça va le faire et tout. Mais mon avion était déjà censé atterrir à 20h. Donc là, on nous annonce 1 heure de retard. Donc je me dis, bon, bah là, 21h, il commencera vraiment à faire nuit. Ok, je dois prendre un bus, puis je dois prendre un métro. Donc je me dis, 21h, c'est encore ouvert et tout. Bref, on nous annonce 2 heures en plus de retard. Donc là, je me dis, bon, là, ça commence à être compliqué parce que ça veut dire que je vais arriver à l'aéroport à 23h. Les métros finissent à minuit. Je n'ai pas... moi, à l'époque, je ne connais pas Uber. Je ne sais même pas si ça existe en Hongrie. Enfin, voilà, là, je commence à paniquer un peu. Bref, on prend l'avion. 3 heures de retard, comme c'était indiqué. Donc, on arrive à 23h. Donc là, le couple me dit au revoir. Et moi, je me retrouve en panique générale parce que je dois trouver un moyen de changer mon argent. Parce que là-bas, ce sont des forains hongrois. Ce n'est pas l'euro. Donc je dois trouver un moyen de changer mon argent, de prendre le bon bus pour me rendre au bon métro, pour prendre le bon métro pour me rendre à mon auberge. Je dois acheter ces tickets dans une langue que je ne comprends pas, sachant qu'en Hongrie, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de traduction en anglais, enfin, genre, du moins pas à l'époque, enfin pas à l'époque, c'était il y a 6 ans, mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de traduction. Donc je me débrouille, je cours, j'arrive à prendre le bon bus, j'arrive à prendre le bon métro, j'arrive à mon auberge. Il doit être déjà pas loin de minuit passé, là, minuit et demi. J'arrive à mon auberge. Pareil, auberge de jeunesse, première fois, dortoir et tout. Je suis stressée par mes affaires parce que vous connaissez bien la France. La France, c'est pas le pays le plus sécuritaire, donc on a toujours appris à se méfier des inconnus et puis à avoir peur qu'on nous vole. Donc là, je me dis, oh là là, bon, attends, il faut que je trouve un casier, il faut que je prenne mon cadenas, il faut que j'enchoute mes affaires, c'est minuit et demi, il faut pas que je dérange les personnes qui sont en train de dormir dans mon dortoir. Enfin, bref, il se passe 1 million de choses dans ma tête.
Donc début de voyage assez mouvementé, comme vous pouvez le voir. Et là, je me pose dans mon lit. Il doit être, le temps que je me douche, etc., il doit être 1 heure et demie. Je me pose dans mon lit et là, je prends du recul sur tout ce qui s'est passé. Je respire et là, je ressens un sentiment de fierté comme j'ai rarement ressenti. Vraiment. Vraiment, je ressens ce sentiment-là parce que je l'ai fait. Je l'ai fait et puis j'ai envie de le crier sur tous les toits. Je me dis, je l'ai fait, je suis capable. Genre, j'ai eu 3 heures de retard, j'ai géré un couple qui ne parlait pas ma langue et j'ai réussi à prendre mon avion, j'ai réussi à prendre mon métro, mon bus, à changer mon argent. Enfin, genre vraiment, j'étais ultra fière. Et pourtant, aujourd'hui, moi, ça me paraît... aujourd'hui, ça, c'est une situation quasiment normale quand on a l'habitude du voyage. Mais à l'époque, j'étais tellement fière de m'être débrouillée toute seule et puis d'être arrivée dans mon auberge. Et là, je me disais, c'est bon, l'aventure a commencé. Tu vois, t'es capable, il t'est rien arrivé. C'était la nuit, t'étais toute seule, t'étais une fille dans un métro, tu ne t'es pas fait violer. Enfin, vraiment... C'était un peu comme si je prenais toutes les objections que j'ai reçues depuis le début du voyage par mon entourage et qu'en fait je les cochais toutes là, tu vois. Donc j'étais vraiment en mode... je me sentais puissante, c'est le mot. Enfin bref, maintenant donc le voyage pouvait commencer, je me réveille, je m'étais fait une liste de choses à faire, mais vous imaginez même pas le truc, parce que forcément il fallait que je fasse... les 5 choses qui font que Budapest est la meilleure ville en Europe pour visiter, quoi. Il fallait que je fasse les choses de cet article-là. Donc, je commence à prendre mon rythme. Je décide que toutes mes journées, je les passerai toute seule à visiter. Et puis le soir, quand je rentrais vers 19h, eh bien, je rencontrerai des personnes et je sortirai avec ces gens, etc. Voilà le programme un peu que j'ai suivi pendant ces 5 jours. Mes journées se passaient à visiter des musées, à me balader dans les rues. Je crois que je marchais environ 20 km par jour. Mais vraiment, je prenais pas le métro, je prenais rien. Je voulais juste marcher, découvrir, me perdre dans n'importe quelle rue. Enfin, tout était incroyable parce que tout était différent, puis tout était nouveau, puis tout me plaisait parce que tout était aventure pour moi. Donc j'avais vraiment cette euphorie en fait du voyage que je pense que si vous êtes déjà parti, vous comprenez tout à fait. Donc voilà, je voulais faire un maximum de choses, je voulais tout voir, je voulais respirer chaque chose, en fait, je voulais vivre chaque instant. Donc voilà ce que je faisais la journée et le soir je rentrais vers 18-19h à l'auberge et là forcément je rencontrais beaucoup de personnes dans mon dortoir, on commençait à se parler, à échanger et là j'ai découvert aussi le monde des auberges de jeunesse. Un monde incroyable, genre vraiment j'ai commencé à découvrir à quel point les personnes qui voyagent dans ce genre de lieux sont ouvertes à l'échange. Dans cette auberge de jeunesse, j'ai tout appris puisque c'était la première auberge dans laquelle j'allais. Et je me suis vraiment, en fait, je me suis pris une claque énorme parce que je me suis rendu compte à quel point les gens venaient me parler d'eux-mêmes. Et à quel point c'était simple de communiquer avec eux, même si on parlait en anglais approximatif à peu près tous, sauf pour les anglophones de nature, mais voilà, on arrivait tous à se comprendre, à créer des liens, en fait, en ne parlant même pas la même langue et en parlant une langue assez approximative. Et tout de suite, en fait, déjà, ce qui facilitait les choses, c'est qu'en auberge, il y a beaucoup de voyageurs qui viennent en solo également. Et donc, c'est tout de suite plus simple, même quand tu es seul, les gens viennent te parler plus facilement parce que déjà, tu es seul, donc c'est plus simple d'aborder une personne seule que d'aborder un groupe de 5 ou 6 personnes. Et grâce à ça, tu rencontres des personnes, tu t'intéresses à leur vie et tu rencontres des gens qui ont des parcours de vie quand même tous ultra intéressants, qui ont voyagé énormément généralement, puis qui... Je me souviens de cette personne... C'était vraiment beau, c'était un petit papy qui était dans mon dortoir à l'auberge de jeunesse, il devait avoir
je pense pas loin de 75 ans, quoi. Et il était américain et il marchait avec sa canne, enfin c'était plus un bâton de marche qu'une canne, et il avait ce bâton en bois taillé où il gravait en fait toutes les villes dans lesquelles il était allé. Et voilà, enfin c'est vraiment des profils, enfin on rencontre vraiment des profils incroyables et imaginez moi, parce que moi j'étais là, je débarque de ma Haute-Savoie natale et de la ville de Lyon et je n'ai jamais quitté la France. Je n'ai jamais voyagé seule, donc je me découvre. Et là, je découvre que des gens me parlent. Je découvre aussi, je me découvre également pendant ce voyage parce que je découvre que je suis pas du tout timide. Je me rends compte que je me sens ultra sociable, que je me sens sans filtre, que je m'en fous en fait là d'être parfaite ou pas parce que ces personnes-là n'ont aucun intérêt dans ma vie. C'est-à-dire que ces personnes-là ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et donc, je n'ai pas besoin d'avoir un masque avec eux, puisque ce ne sont pas mes collègues, ce ne sont pas des connaissances d'amis, ce n'est pas ma famille. Donc, je peux vraiment être la moi la plus vraie, la moi la plus authentique, parce que ils n'ont aucune incidence dans ma vraie vie, entre guillemets, qui se trouve à Lyon et en Haute-Savoie. Aujourd'hui, ça, et bon, de toute façon, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai que cette authenticité qu'on a quand on est en voyage, elle est quand même incroyable. Enfin, c'est le recul que j'ai voilà, le souvenir que j'ai de ce voyage à Budapest, c'est ça, c'est vraiment de découvrir la vraie Lina, quoi. Donc voici le résumé de ce voyage à Budapest, qui a été un voyage exceptionnel, au-delà de juste la ville de Budapest, vous l'avez bien compris, mais c'était vraiment énormément de rencontres et énormément de preuves à moi-même. Donc maintenant, on va entrer dans la partie de comment ce voyage m'a transformée à l'instant T, quand je suis revenue à Lyon. Me voilà de retour. Bien sûr, j'ai partagé toute mon expérience sur Snapchat, sur Insta, etc. Enfin voilà, je partageais tout ce que je vivais. Et donc quand je suis revenue, beaucoup d'amis qui savaient que je partais seule et qui avaient eu quelques objections ont vu comment j'avais voyagé. Ils m'ont dit « Ah mais c'était trop bien, ça avait l'air trop bien, t'as trop de chance d'être partie, etc. » C'est ces mêmes personnes qui me disaient avant de partir que j'allais m'ennuyer, tout ça. Là, je me suis rendu compte que ces personnes me disaient tout à fait le contraire et me disaient que j'étais très chanceuse de voyager seule. Donc déjà, je leur ai dit ce n'est pas de la chance, c'est un choix, c'est tout. Enfin voilà, il faut remettre l'église au centre du village, c'est un choix, c'est moi qui ai décidé de partir toute seule et non, on n'a pas besoin d'être riche pour partir 5 jours à Budapest, ça a dû me coûter 200 € quoi. Enfin bon, on s'entend, c'est quand même un budget, mais pour moi 200 € pour 5 jours, c'est 200 € que je ne mets juste pas dans les habits ou que je ne mets pas dans des paires de chaussures ou quoi que ce soit, donc en fait... ce n'est pas une question de chance, c'est juste une question de où est-ce qu'on a envie de mettre ses dépenses et où sont nos non négociables dans les dépenses. Voilà. Bon, ça, ce sera aussi l'objet d'un autre épisode, je pense, parce que ce sujet est dense, on s'entend. Donc comme je le disais, lorsque je suis rentrée sur Lyon, donc j'ai eu tous ces gens qui m'ont dit que mon voyage avait l'air incroyable, etc. Et en effet, il l'avait été. Enfin, moi, j'étais juste trop heureuse et trop fière de parler de cette expérience. Mais en fait, oui, j'étais contente d'en parler à mon entourage et tout. Mais ce qui me rendait le plus heureuse, c'était le changement que ça avait fait là. Enfin, là, je monte ma poitrine actuellement, mais c'est le changement que ça avait fait là, à l'intérieur de moi. C'est ça qui me rendait le plus heureuse et la plus heureuse et aussi la plus chamboulée. Puisque quand je suis rentrée, en fait, je me suis retrouvée face à des personnes où forcément 5 jours dans la vie réelle, entre guillemets, 5 jours de métro, boulot, dodo, il se passe rien de plus, quoi. Enfin, quand tu revois un pote après 5 jours de routine, il n'y a rien de transcendant à raconter généralement. Et moi, en fait, j'avais vécu 5 jours et en fait, j'avais eu l'impression de vivre une vie, quoi. Vraiment, c'est-à-dire que en 5 jours, j'ai vécu plus qu'en des années ici. Enfin, et c'est là que je me suis rendu compte de l'évolution que j'avais eue, de la claque que je m'étais prise en 5 jours. Parce que j'étais partie juste en voulant me prouver que j'étais capable de le faire. Et je suis revenue, mais
métamorphosée. Et mon entourage me le dit encore aujourd'hui. Je me suis métamorphosée en 5 jours parce que, en fait, quand on voyage seul, on est dans la découverte. Mais on est dans la découverte, certes, d'un pays, d'une nouvelle ville, d'une culture, etc. On est dans la découverte d'autres personnes, on rencontre beaucoup de personnes, et on est surtout dans la découverte de soi. On est dans la découverte de soi, de qui on est avec des personnes qu'on ne connaît pas, et qui on est avec nous-mêmes, dans une situation qu'on ne connaît pas. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que je voulais être la Lina des voyages tout le temps et que je voulais intégrer cette Lina des voyages à la Lina de la vie réelle. Et aujourd'hui, c'est un chemin, je dirais pas que j'ai réussi à le faire parce que je suis encore dans cette transformation, mais c'est le chemin que j'ai commencé vraiment grâce à ce voyage à Budapest. J'ai vraiment découvert pendant ce voyage la femme sans filtre, la femme sociable, la femme sans filtre, la femme accomplie, la femme qui n'a pas envie d'être parfaite, la femme qui a juste envie d'être elle-même et de plaire à qui elle plaira, et on s'en fout en fait. J'avais aucun intérêt à plaire à n'importe qui, et du coup voilà, je voulais plus être la soi parfaite que j'étais tout le temps à me cacher un peu et à jouer le caméléon et à ne pas avoir d'avis tranché ou quoi. Non, je voulais vraiment être cette femme sociable qui échange avec les gens, qui a des idées et des positions affirmées, et que c'est ok, et qui est accomplie dans sa vie, et qui ne se sent pas l'obligation de se plier à des choses, à vouloir plaire à tout le monde, à vouloir plaire à la société. Non, enfin, je voulais vraiment être la femme sans filtre. Et j'ai réalisé ça en 5 jours. Donc vous voyez un peu le brain fuck que j'ai eu là, genre c'était énorme. Et je me suis rendu compte qu'en fait ce voyage c'était juste le début du voyage. Donc je suis arrivée, voilà, en 5 jours je me suis sentie transformée, et ça a été un peu compliqué, je vous le cache pas au départ, parce que j'avais l'impression moi d'être complètement différente en rentrant de ces 5 jours. Et là je retombais dans une routine où pour le coup rien n'avait changé, où les personnes avaient toujours la même mentalité, et c'est complètement ok, hein, enfin voilà. J'ai eu un peu un bad mood, ouais, on va dire ça. J'ai eu vraiment un bad mood quand je suis rentrée, dans le sens où je suis retournée à ma vie que j'avais d'avant. Mais on s'entend qu'en 5 jours, une vie, elle change pas. Mais là, pour le coup, si. Je suis retournée dans la routine que j'avais avant. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Je me suis remise en question. J'ai pleuré. Enfin, oh là 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 là, je vous jure, l'existentialisme la remise en question existentielle que j'ai eue à ce retour a été énorme, quoi. Et maintenant, j'ai envie de vous parler des 5 leçons que je tire de ce premier voyage en solitaire. Quelles sont-elles ? Alors, premièrement, la première notion que j'ai envie d'aborder, la première leçon, justement, c'est autour de l'inconnu et du non-jugement. La notion de l'inconnu que m'a apporté ce premier voyage, en fait, ce premier voyage a révolutionné mon éducation, dans le sens où j'ai été éduquée, et je pense que la majorité d'entre nous, on a tous été éduqués par rapport à cette notion d'inconnu, comment en avoir peur. C'est-à-dire qu'on nous a toujours dit ne monte pas dans la voiture d'un inconnu, ne parle pas à un inconnu, etc. Donc on nous a toujours dit ça quand on est enfant, ce qui est tout à fait correct. Et vu qu'on nous dit toujours ça quand on est enfant, on continue à alimenter cette pensée-là, et forcément on nous apprend en fait, on nous apprend à dramatiser l'inconnu. Pas à le dédramatiser, à le dramatiser. C'est-à-dire, pour nous, l'inconnu, c'est source de stress, c'est source de danger, c'est source de peur, c'est source d'inconfort. Voilà, l'inconnu est une notion très, très salie par notre éducation, je trouve. Peut-être à juste titre à certains âges, mais au final, on l'alimente quand on grandit. Et c'est pas bon, parce que dès qu'on se retrouve face à une situation qu'on ne connaît pas, notre cerveau, le premier réflexe qu'il a, c'est de nous envoyer un message de peur, de contrainte, de stress, d'affolement, de découragement, d'anxiété. Enfin voilà, des
des messages pas très positifs, vous comprendrez bien. Et en fait, quand je suis partie à Budapest, forcément, je me suis retrouvée dans des situations inconnues. Donc là, pour le coup, c'était vraiment inconnu. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience pendant ces 5 jours que l'inconnu, aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose que j'applique maintenant au quotidien dans ma vie de tous les jours, l'inconnu, comme son nom l'indique, inconnu, c'est juste quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est juste quelque chose qu'on ne connaît pas. Pour moi, quelque chose qu'on ne connaît pas égale non-jugement. Donc en fait, quand je vois une situation que je ne connais pas, quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, j'entre juste dans le non-jugement. Parce que je n'ai aucun avis à me faire, mon cerveau n'a pas d'antécédent dans cette situation, donc du coup, juste non-jugement, et je vois ce qui se passe, et j'étudie la situation, et je réfléchis avec l'instinct, et je vois comment j'ai envie de sentir cette situation-là, mais j'ai pas envie de me prédicter quelque chose de peur ou d'angoisse, alors que il n'y a pas forcément besoin de ressentir ça. Donc, la première leçon, c'est vraiment la notion de l'inconnu et du non-jugement que je mets derrière. Et la deuxième leçon que j'ai envie de vous partager, ça rejoint cette notion d'inconnu, c'est le fait de suivre son intuition et d'écouter son corps. Quand on voyage seul, c'est essentiel et c'est une leçon, pareil, qu'on peut appliquer aussi dans sa vie au quotidien. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à une situation qu'on ne connaît pas, notre cerveau n'a pas de background, de backstage, d'archives sur cette situation-là. Et du coup, on se retrouve en fait à ne pas réfléchir avec notre cerveau puisqu'on n'a pas d'antécédent. Et du coup, on se dit, on suit notre instinct. Ah, tu rencontres cette personne, t'as envie d'y aller, t'as pas envie d'y aller, oui, non. Et au final, la décision que tu prends, tu sens tout de suite si c'est la bonne ou pas. C'est-à-dire que ton corps, il va te dire directement si tu fais bien d'y aller ou si il faut dire non. Et cette intuition, c'est un outil aujourd'hui que j'aiguise, que je parfais tous les jours. Parce que il faut laisser, c'est vraiment ce que ces 5 jours m'ont apporté à Budapest, c'est que il faut laisser la place à l'intuition, il faut lui laisser l'espace d'intervenir et ne pas toujours être dans le mental, dans le fait de nourrir son ego. Donc voici, c'est cette leçon que je trouvais ultra intéressante à vous partager et je pense que clairement ça refera encore l'objet d'un podcast. Mais là, on s'entend qu'il y a beaucoup d'épisodes à faire, mais ça tombe bien parce qu'il y en a un toutes les semaines, tous les mardis, donc c'est cool. Bref, troisième leçon que j'ai apprise, c'est que j'aime ma compagnie et je me nourris de ma présence. Dans le sens où, troisième et quatrième leçon, parce qu'elles se rejoignent un petit peu, pendant ces 5 jours, moi qui ai toujours eu l'habitude d'être mal à l'aise socialement et surtout mal à l'aise toute seule, dites-vous que quand j'étais au lycée, par exemple, quand je devais marcher pour aller en ville pendant 20 minutes, je n'osais pas marcher toute seule, c'est-à-dire que je partais et je ne pouvais pas aller en ville si j'étais toute seule parce que peur du jugement des autres, peur qu'on me voit marcher toute seule, non mais c'est ridicule. Et aujourd'hui, en tout cas ces 5 jours m'ont montré que je suis capable de faire plein de choses toute seule, je suis capable d'aller visiter un musée, de voyager seule, d'aller au resto, de faire un ciné, d'aller dans des bains toute seule, machin. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que je ne me suis pas ennuyée, que j'ai aimé être avec moi-même, j'ai aimé ma compagnie et je me suis nourrie de ma présence. Vraiment que, en fait, j'ai réalisé que je me suffisais complètement à moi-même. Donc ça, c'est la troisième leçon. Et j'ai réalisé aussi, quatrième leçon, que ce qui nourrit de bonnes relations, c'est l'envie et non le besoin. Je m'explique. Lorsque je voyageais du coup à Budapest, je voulais bien expliquer, la journée j'aimais être toute seule et le soir j'aimais passer du temps avec les personnes et échanger. Et je me suis rendu compte que j'aimais être avec les gens et je tissais des relations vraiment fortes en très peu de temps avec ces personnes-là parce que j'étais avec ces personnes parce que j'avais envie de rencontrer du monde, mais pas parce que j'avais besoin de nourrir quelque chose, pas parce que j'avais besoin de combler un manque affectif ou de combler un manque social ou quoi que ce soit, pas parce que j'avais besoin de combler quelque chose. Et ça, même dans la vie de tous les jours, c'est
c'est essentiel. Si, que ce soit des relations amoureuses ou amicales, aujourd'hui, le temps que je passe avec les personnes, je le fais parce que j'en ai envie, mais pas parce que j'ai besoin d'être avec ces gens-là. Parce que je me suffis à moi-même et j'aime ma compagnie. Et quand on commence à passer du temps avec des personnes par envie et pas par besoin, on se rend compte que les relations qu'on tisse sont beaucoup plus sincères, beaucoup plus honnêtes et beaucoup plus authentiques, puisque on est avec eux sans intérêt, parce qu'on n'a pas besoin de combler quelque chose. On est juste avec eux parce que ça nous fait plaisir de passer du temps avec ces personnes-là. Et pas parce que on a besoin de nourrir notre ego, ou de se prouver à nous-mêmes qu'on peut plaire, ou pour prouver qu'on est intéressant, puis qu'on est en soirée tous les week-ends avec plein de groupes de potes différents. Non, c'est pas ça. On peut être en soirée tous les week-ends avec plein de groupes de potes différents, juste parce qu'on a envie de voir ces personnes, parce que ça nous fait du bien, mais pas parce qu'on a besoin de combler notre samedi, parce que ça nous va pas de passer un samedi soir tout seul. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, 5e leçon que j'ai tirée de ce voyage, c'est que sortir de sa zone de confort, c'est essentiel. Essentiel, vraiment. C'est-à-dire sortir de sa zone de confort, ça fait peur, ça peut mettre mal à l'aise. Comme je vous le dis, notre cerveau a eu l'habitude de l'inconnu, on peut le rapporter un peu à la zone de confort. Notre cerveau a pris l'habitude de rester dans la zone de confort parce que c'est sécuritaire, parce qu'il connaît, parce qu'il n'a pas besoin de s'adapter. Et sortir de la zone de confort, notre cerveau, il va forcément nous envoyer des messages d'alerte. Et en fait, quand on se rend compte qu'on n'est pas nos pensées, et ça fera aussi l'objet d'un podcast, quand on se rend compte qu'on n'est pas nos pensées, on se rend compte en fait que tous les messages que nous envoie notre cerveau d'insécurité, etc., qu'on peut avoir à sortir de la zone de confort, c'est pas concret, c'est pas palpable, c'est pas réel, c'est pas la vraie vie. Et on est tous capables, honnêtement, de sortir d'une zone de confort. Et pour les personnes, donc là, je vais arriver à la conclusion au bout d'un moment de ce podcast, parce que ça fait un petit moment que j'en parle. En conclusion de ce voyage à Budapest, je dirais que ce voyage m'a révélé. C'est un peu comme si j'avais vécu dans une maison ombragée toute ma vie, tu vois, un peu avec les rideaux, etc. Et que d'un coup, j'ai ouvert les rideaux, j'ai laissé rentrer le soleil et j'ai allumé la lumière. Enfin, ce voyage, il m'a vraiment fait prendre conscience que qu'il fallait que je commence à vivre pour moi. Vraiment. Et je sais que c'est un pas, le fait de voyager solo, pour certaines personnes qui doivent écouter cet épisode. Je sais que c'est un pas qui est peut-être encore difficile pour vous à franchir. Mais c'est un pas au fond de vous que vous avez peut-être envie de franchir depuis longtemps. Et je voulais vous dire que je serais trop heureuse si vous venez m'en parler sur Insta. Vraiment, sentez-vous libre de venir partager vos états d'âme avec moi sur Instagram, parce que ça fait du bien de parler à quelqu'un qui a déjà passé cette étape, puis de se rendre compte qu'en fait c'est tout à fait possible et qu'il m'est rien arrivé de grave pendant ce voyage et que tout va bien et que j'ai vécu ma meilleure vie. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous en ressentez l'envie, si vous en ressentez le besoin, pour parler du coup du voyage en solitaire. D'ailleurs, je suis en train, juste pour en parler un peu, je suis en train de créer une formation vidéo sur le voyage en solo. Donc une formation qui aura pour but, qui mêlera aussi du coup voyage et développement personnel. Une formation donc où il y aura tout un côté pratico-pratique de conseils voyage classiques, de trouver comment trouver les bonnes auberges, les bonnes questions à se poser, comment trouver le bon lieu, le bon temps, la bonne météo, le bon billet d'avion, toutes des choses pratico-pratiques, mais aussi et surtout tout un côté qui sera beaucoup plus étoffé autour du mindset et autour des croyances limitantes à abattre pour oser voyager seul. Et on s'entend que le voyage seul, c'est au-delà de oser voyager seul, en fait ça reflète nos peurs les plus profondes.
C'est-à-dire que chaque personne ne va pas avoir les mêmes freins à oser partir seule, puisque en fait ces freins-là, généralement, au-delà, comme je disais, du voyage seul, c'est des peurs qu'on se met dans notre vie au quotidien, mais des fois sans même s'en rendre compte, mais c'est le fait de dire de partir seul qui nous fait révéler ces peurs-là. Donc mon but, c'est vraiment de vous proposer une formation complète. Pour l'instant, écoutez, j'ai pas de date. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre un lien dans la description de ce podcast si vous voulez vous inscrire à la newsletter pour être informé du jour où cette formation sortira. Ou sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Insta, j'en parlerai, c'est certain. Enfin bref, je pense avoir fait le tour. Cet épisode va peut-être être un peu long. En tout cas, je vous remercie si vous l'avez écouté jusque-là. J'espère que ça vous a plu, que je suis pas partie dans tous les sens. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une jolie note sur votre plateforme d'écoute, de laisser un commentaire et de le partager à qui a besoin de l'entendre.